Bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir l'auteur de nombreux ouvrages connus, un visionnaire de la médecine naturelle et holistique, et qui a parcouru le monde pour aller chercher des techniques hors du commun. Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Ponari et bonjour à tous. Écoutez, je suis content et heureux et je vous remercie de l'opportunité de m'exprimer. Et puis, je souhaite apporter le plus que je peux à tous les spectateurs. Merci beaucoup Luc, c'est un plaisir. Vous êtes un ancien médecin, hein, diplômé en cancérologie clinique et puis spécialiste en thérapie naturelle, hein. Vous êtes également conférencier, formateur, auteur de nombreux best-sellers comme Ho'oponopono Nouveau, Aura, la médecine spirituelle, le grand manuel de protection de soins énergétiques et puis nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes et des lieux que j'ai avec moi et soigner avec l'énergie et les 131 fiches de soins énergétiques que j'ai pris plaisir à découvrir. Voilà le coffret. Donc c'est un guide complet hein, qui, sous forme de fiches, nous permet effectivement de nous former et puis de mettre en pratique la théorie. Luc, on peut voir une ligne directive dans votre carrière où vous avez été précurseur dans les années 80 par rapport à la notion d'énergie, de notre santé, notamment spirituelle, voire donc holistique. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre approche à ce sujet? Comment vous avez fait ce constat? Oh, j'ai eu deux lignes directives. Je vais vous parler déjà de la première. Je pense que je vous parlerai de la seconde un petit peu plus tard, quand on abordera davantage les soins énergétiques. Mais la première directive, c'est qu'en fait, ma mère a été atteinte d'une récidive de son cancer. Et moi, j'étais interne à ce moment-là. Et c'est vrai que je connaissais bien les hôpitaux, les services, etc. Donc, je l'ai pas mal piloté dans tous les services. Elle a été très bien accueillie, soignée par la médecine conventionnelle, mais c'est là que je me suis aperçu aussi des lacunes que pouvait présenter celle-ci. Et donc, c'est pour ça que lorsque je me suis installé, déjà je me suis installé en tant qu'acupuncteur, homéopathe et sophrologue. Et, et donc, mais j'étais médecin généraliste, je faisais des gardes de semaine, de week-end, etc. Je faisais le boulot de médecin généraliste que j'appelais plutôt à l'époque médecin de famille, qui correspondait davantage à la situation que je trouvais très agréable et très positive. Et donc, pendant tout le temps où j'ai exercé, c'est-à-dire pendant 25 ans, j'ai suivi des formations de médecine naturelle. Donc, j'ai fait de l'oligothérapie, de la nutrition, de l'ostéopathie, de la myothérapie, de la micronutrition, de la microimmunothérapie, etc. Donc, je ne vous donne pas la liste parce qu'elle est longue et fastidieuse et n'a plus trop d'intérêt. Et puis après, je me suis aussi passionné sur tout ce qui était pensée. Donc déjà, j'étais effaré par la puissance de notre pensée, ne serait-ce que par l'effet placebo. Quand on voit que l'effet placebo, c'est déjà 35% de tous les bénéfices qu'on en tire avec toutes les thérapies, tous les médicaments, 35%, c'est énorme, c'est énorme. On pourrait même dire 35% des guérisons viennent de l'effet placebo. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et à l'époque, d'ailleurs, les laboratoires présentaient leurs médicaments, toujours des études qui étaient contre placebo. Donc, je voyais des résultats faramineux de l'effet placebo aux grandes dames des visiteurs médicaux qui insistaient sur les résultats de leurs produits. Ça donnait des résultats du genre 55% avec le produit, 35% avec l'effet placebo. Et donc, je leur disais, donc, pour avoir 20% de plus que l'effet placebo, il faut s'offrir les effets secondaires du médicament. Donc, j'ai toujours été un peu sarcastique et le mauvais petit canard de la fable
Et donc, la puissance de la pensée, la sophrologie aussi, parce que j'ai découvert avec la sophrologie ou l'hypnose, qu'on pourrait dire aujourd'hui, la puissance de la pensée, parce que le sophrologue met la personne en état modifié de conscience, mais c'est pas le sophrologue qui va faire l'arrêt de la douleur, l'arrêt du saignement, ou que sais-je. C'est vraiment l'esprit du patient qui va agir sur son corps. J'ai beaucoup travaillé aussi sur le stress, donc les groupes de prière où j'ai rencontré Maggie Lebrun à l'époque, qui était une femme extraordinaire, et ces groupes de prière faisaient un bien considérable déjà psychologiquement aux personnes. Et puis, j'ai vu après ça des études remarquables qui ont été faites à Harvard aux États-Unis sur ces groupes de prière, même quand les personnes ne savaient pas qu'on priait pour elles. Donc, c'était vraiment aussi effarant. D'ailleurs, pour le placebo, il y avait aussi une étude qui était extrêmement intéressante, c'est que le placebo fonctionnait même si la personne savait que c'était un placebo. C'est-à-dire, le médecin disait, bon, bah, vous avez tel problème, je peux vous donner tel médicament, mais je peux vous donner ce placebo. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre le placebo? Et les personnes qui acceptaient de prendre le placebo avaient également un résultat, je ne peux pas vous dire le pourcentage par contre, mais avaient un résultat bénéfique sur leur santé. Et puis, après ça, souvent, j'avais souvent à l'époque beaucoup de magnétiseurs, de guérisseurs, de thérapeutes qui venaient à mon cabinet parce qu'à l'époque, beaucoup d'entre eux étaient refusés par mes collègues parce que de par leur métier. Et moi, j'étais parmi les seuls à leur dire venez, bienvenue, etc. Au contraire. Et puis, bah, j'ai pu discuter comme ça au fil du temps. Et ce qui était intéressant, c'est que avec toutes ces approches, j'ai travaillé aussi beaucoup sur la symbolique des maladies, et toutes ces approches, en fait, ne s'opposent pas. Vous voyez, par exemple, on oppose souvent l'allopathie avec l'homéopathie, mais ça ne s'oppose pas, ça travaille à des niveaux différents, ça travaille un qui Oui, va comme travailler sur le une terrain. complémentarité en fait de Voilà. chaque médecine que vous avez Voilà. pu Et étudier. Et c'est pour ça, pour moi, ça faisait comme un énorme puzzle où tout s'harmonisait, tout se plaçait. Et en fait, selon, comme j'avais ces formations, je dirais, en poche ou en tête, eh bien, en fait, quand mes patients venaient, il y en avait qui venaient pour l'homéo, il y en avait qui venaient pour l'acupuncture, il y en avait qui venaient pour la sophro, il y en avait qui venaient pour d'autres thérapies. Et en fait, déjà, je pouvais suivre leurs désirs, mais aussi ça dépendait de leurs désirs, mais évidemment de leur pathologie, et je n'hésitais pas à donner de l'allopathie quand leur traitement, quand leur maladie le nécessitait. Voilà, donc ça permettait d'avoir un grand panel de choix à offrir aux patients, et ils savaient toujours que le traitement que j'allais leur proposer, c'est toujours le traitement le plus naturel possible. Et si je leur donnais de l'allopathie, je sais pas, un anti-inflammatoire ou une antibiotique, ils savaient très bien que c'est parce que leur santé, leur pathologie leur nécessitait. Voilà, c'était un petit peu mon cheminement à travers toutes ces années. Et c'est magnifique parce que c'est des abords différents de la maladie. Et en fait, ça m'a même posé une question pendant un moment parce qu'en fait, évidemment, j'ai été toujours passionné par la cancérologie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé ce diplôme de cancérologie clinique au final et par la maladie de ma mère. Le, cette notion était importante. Excusez-moi, je viens de perdre un petit peu le fil de ma pensée, mais ça va revenir, parce que cette complémentarité était très importante et ce n'est pas une opposition les uns avec les autres. Et malheureusement, la médecine naturelle n'a pas assez d'études pour se confronter à la médecine allopathique, donc elle ne peut avoir que pour le moment une place de complémentarité, mais elle peut être aussi une alternative à la médecine conventionnelle quand la médecine conventionnelle n'a pas de solution.
Alors, je reprends le fil qui m'est revenu, c'est-à-dire c'est que en cancérologie, par exemple, on me dit, en médecine allopathique, bah, la cancer, il vient de la mauvaise alimentation, de la mauvaise hygiène de vie, du tabac, de la pollution, etc. Donc tout ça, c'est juste parce que on peut pas dire le contraire. C'est vu Oui, le nombre c'est d'études qu'il y a là-dessus, multifactoriel. Oui, c'est multifactoriel le cancer. Donc, c'est je comprends bien. multifactoriel. Mais quand on regarde la médecine allopathique va l'expliquer comme étant un, un problème de terrain, un problème d'acidose, un problème de polluant. Après ça, je vais du côté des soins énergétiques ou de l'acupuncture, on parle que c'est un blocage énergétique. On va regarder du côté de la symbolique des maladies, on parle que ça vient, que ça provient d'un choc émotionnel. Mm. Alors c'est vrai que quand j'ai étudié chaque situation, ben, j'ai bien compris que chacune avait raison. Oui, mais comment pouvait-elle avoir toute raison alors que quelque part le principe s'opposait? Alors j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et en fait voilà où j'en suis arrivé. La première chose, c'est que avec le médecine conventionnelle et médecine naturelle, quelque part, présentent malgré tout des choses qui sont très proches au niveau physique en employant des termes différents. Quoique la médecine naturelle ajoute la notion de terme. Et après ça, ce qu'il se passe, c'est que nous sommes tous encrassés par la pollution, la mauvaise alimentation, etc. Bon. Après ça, donc on est encrassé, mais bon an, mal an, bon, on vit, on survit, notre organisme s'adapte, etc. Et puis, un beau jour, arrive un gros choc émotionnel, un gros choc émotionnel. Et ce gros choc émotionnel va symboliquement aller se fixer sur un organe, et pas symboliquement, énergétiquement, je devrais dire plutôt, et donc, parce que ce sont des fréquences similaires, et en fait, ça va provoquer un blocage énergétique sur cet organe. Et c'est alors que tous les polluants, tous les énergies viciées de l'organisme se fixent sur l'organe et vont commencer à lui produire des troubles fonctionnels, voire une maladie. Donc, en fait, je me suis aperçu que tous les points de vue étaient exacts, mais ils étaient complémentaires, ça suivait un certain cheminement. Et donc, c'est pour ça que quand tu le disais, vous le disiez, pardon, tout à l'heure, excusez-moi, j'ai vécu beaucoup en Polynésie, on se tutoie tous là-bas, donc ça va vite. Et le l'idée, c'est que quand on a une maladie, comme c'est un problème multifactoriel à l'origine, eh bien à ce moment-là, il est important aussi de travailler sur tous ces dénominateurs qui sont importants, aussi bien l'hygiène de vie que les soins conventionnels et naturels, que de travailler sur le choc émotionnel déclencheur, parce qu'on trouve très souvent, moi j'ai trouvé très très souvent sur mes patients, un choc émotionnel déclencheur dans les 3 à 6 mois précédant l'apparition des premiers symptômes, et puis on va travailler aussi sur le blocage énergétique qui en est. Ce qu'il faut aller, j'ai été encore un petit peu plus loin dans mes recherches, dans mes réflexions, c'est qu'en fin de compte, il y a un autre élément qui manque à ce tableau. C'est-à-dire, c'est que un choc émotionnel, disons plutôt exactement, une situation, une même situation, va provoquer un choc émotionnel violent chez une personne et va provoquer qu'un désagrément chez l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a derrière des souffrances, il y a déjà derrière autre chose qui a fait que... Et en fait, je me suis aperçu que l'origine du fait que ce soit douloureux pour la personne, c'est que ça vient d'une souffrance de leur être derrière. Ça vient d'une souffrance de leur être, et pour ne pas dire une souffrance de leur âme. Et c'est cette souffrance, et c'est pour ça que la maladie nous oblige, nous demande, nous oblige rien, nous demande de changer de point de vue, de mode de vie, etc. Parce que, et ça, c'est pas une punition, c'est simplement pour nous remettre sur notre chemin de vie. Et c'est en se remettant sur notre chemin de vie, on nourrit notre être, on retrouve notre équilibre, on retrouve notre harmonie et notre âme se retrouve apaisée. Et donc c'est vraiment important et ça c'est le dernier élément et je dirais que j'aurais plutôt dû dire
parce que si on reprend les choses dans le bon ordre, c'est le premier élément. Oui, Le je premier suis assez élément. d'accord avec vous. C'est une Et source de je l'âme vous au-dessus. rejoins totalement parce que c'est pour ça qu'on parle de vision holistique, c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs et c'est pas une guérison qui est corporelle, comme vous dites au niveau médicaments, on guérit. Non, il y a au-delà de ça, comme je vous rejoins, par rapport à la guérison de l'être et de l'émotionnel. Parce que sinon, on répète, hein, c'est un peu comme les blessures de la vie. Si on n'a pas compris la leçon, on répète exactement les schémas, on va dire, Exactement. répétitifs de ces épreuves de la vie. Et la vie, elle nous teste tout le temps, donc là-dessus, je vous rejoins complètement, hein. C'est vraiment une approche, on va dire, globale, une vision. C'est ça que j'aime dans vos travaux, c'est qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de réponses et de solutions qu'on n'a pas cherchées auparavant. Et aujourd'hui, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, on a une invitation à s'élever, à être connecté à notre être véritable, devenir authentique aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment essentiel d'être en alignement et en cohérence avec notre mode de vie. Donc de plus prendre soin de soi, hein, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, et de, 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 de faire, d'être responsable de ce que l'on fait, des choix que l'on fait, que ce soit alimentaire, que ce soit amical, professionnel, sentimental, tout est lié en fait. Donc, et ce choc émotionnel nous emmène aussi beaucoup à déclencher, comme vous dites, ces maladies. Tout est lié et j'ai envie de vous dire bravo, hein. Non, il n'y a pas de bravo à me dire, c'est que ça m'est tombé sous le sens, je dirais quelque part. Et dans le sous-titre de mon livre, La médecine spirituelle, pour bien situer le fond de ma pensée, c'était soigner l'âme pour guérir le corps. Tout à fait. Et Tout à donc, fait. c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il y avait le docteur Bach aussi, Édouard Bach, c'était le père des fleurs de Bach que beaucoup de personnes connaissent. Et on connaît bien les fleurs, mais peu de gens ont étudié la philosophie de ce médecin extraordinaire. Parce qu'en fait, lui, qui était déjà, je crois qu'il était au début du XXe siècle, eh bien, il disait, écoutez bien, hein, c'est vraiment une clé énorme. C'est nous tombons malades parce que nos actions dans la vie présente, et sur tous les plans, comme vous le disiez, et donc alimentaire, choix des amis, sentimental, etc. Donc les décisions que nous prenons dans cette vie de tous les jours ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Tout à Nous fait. ne faisons pas les choses que nous appelle notre âme, nous faisons les choses parce que nous devons le faire, parce que pour les conventions, pour le paraître, pour notre ego, etc. Et ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, notre âme se met à souffrir. Et comme elle se met à souffrir, à ce moment-là, elle va faire des petits appels. Alors, des appels qui sont gentils au départ, simplement avec des petits messages qu'elle nous transmettent d'une manière ou d'une autre, avec des petites synchronicités, avec des choses comme ça, puis avec des situations conflictuelles. Et comme on ne comprend pas, ça va être des situations de plus en plus conflictuelles, de plus en plus importantes, pour terminer par s'exprimer dans le corps, déjà par des petits trucs, une petite douleur à droite, un petit truc, une petite vésicule qui se passe à gauche, etc. Et puis, ça peut déclencher ensuite une véritable maladie. Voilà, donc j'ai trouvé que la phrase du docteur Bach était extrêmement pertinente et personnellement, s'il y a une prévention à la maladie, une prévention, c'est vraiment d'être, comme vous le disiez, être soi-même, parce que d'ailleurs, c'était Oscar Wilde qui disait soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Oui. Et, et donc, c'est déjà important, être soi-même, vivre en adéquation avec ses pensées, sortir du paraître, parce que vous avez de la valeur, on a tous de la valeur et il faut arrêter de se décrier par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à comprendre et à suivre nos véritables aspirations. Alors, de temps en temps, c'est vrai que dans cette société, ça demande du courage parce qu'on se met souvent
au banc de la société, on peut se mettre au banc d'un certain nombre d'amis, voire de la famille, qui ne comprennent pas Oui. euh, ce que l'on veut. J'ai envie de Mais dire je que dirais, être soi, c'est un véritable cheminement, un parcours du combattant, hein, finalement. Donc, et on se oui, confronte mais je à cette dirais que société qui reste dans le paraître. Voilà, et donc on se confronte aux gens, mais ce qui est aux personnes qui ne sont pas énergétiquement comme nous. Voilà. Oui, tout à fait. Ils ont pas les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes motivations, on n'a pas tous les mêmes entrains, mais on a tout fait de porter nos points de vue à l'autre. Et ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que dans ces situations, il y a une épuration qui se fait, et c'est là qu'on retrouve véritablement les vrais amis, et c'est là qu'on retrouve vraiment les gens qui nous aiment, parce que même s'ils ne nous comprennent pas, ils sont heureux de nous voir heureux quelque part. Donc, euh, C'est des vrais c'est amis. extrêmement important par rapport à ça. Parce que le Justement, paraître, en plus, on apprend pas à paraître, mais on a plein de casquettes. Hein. exactement. Moi, c'est ce que j'appelle des masques. Les masques sociaux, face à la famille, face aux professionnels, voilà, on est des multifacettes, on va dire, et c'est Ouais. difficile de se retrouver soi si on ne se connaît pas, on se laisse entraîner facilement par les autres. Euh, et justement, dans votre livre Nettoyage et protection énergétique, de ces personnes qui sont dans le paraître, c'est vraiment très utile aussi au niveau des lieux. Hein. Je vous remontre à mes abonnés le livre, voilà, Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Et dans ce livre, vous proposez des remèdes, hein, des techniques, des protocoles qui nous permettent de comprendre ce monde subtil et invisible en termes énergétiques, puisque c'est non palpable, euh, comme les énergies négatives, et comment s'en protéger. Donc, vous affirmez que chacun pourra poursuivre sa vie de manière libre et autonome en procédant à une transmutation à travers les énergies notamment d'amour, puisque ce sont les plus puissantes euh, pour élever les consciences, pardon. Mais encore faut-il le comprendre. Donc, que préconisez-vous pour éveiller ces personnes que j'appellerais entre guillemets non spirituelles aujourd'hui, qui ne savent pas prendre du recul sur elles-mêmes tout simplement, et même si ça paraît un défi complètement invraisemblable pour certaines personnes qui ont du mal à quitter ce que vous disiez, cette cuirasse communément appelée ego, qui nous illusionnent, ou du moins comment se prémunir sans qu'elles aient un impact dans notre vie, et notamment notre santé psychique et physique, comme par exemple un burn-out aujourd'hui. C'est vrai que la vie, de toute façon, se charge de nous envoyer des signes, à tous, à tous, à tous. Mais ces signes, souvent, peuvent être dérangeants. Je vais vous donner un exemple. J'avais une patiente un jour qui m'explique que dans sa maison, elle avait des soucis parce qu'en fin de compte, il y avait des bruits, il y avait la lumière dans la cuisine qui s'allumait, qui s'éteignait, on a sa radio qui s'allumait toute seule, etc. Donc, et ça ressemblait étrangement à des visites de défunts ou d'entités dans sa maison qui s'amusaient un petit peu à ses dépens, souvent pour lui prendre son énergie d'ailleurs. Et donc, moi, à cette époque-là, j'exerçais ma médecine, mais je n'étais pas très versé dans cette. J'étais comme je le suis aujourd'hui, et je lui ai conseillé d'aller voir un magnétiseur de mes amis qui allait faire le nettoyage de sa maison, ce qu'il a fait. Et quand je l'ai revu à la consultation suivante, à cette femme, je lui ai dit, alors comment ça se passe chez vous, ça va, c'est passé, c'est terminé. Et elle me répond, ah, bah de quoi vous me parlez? Bah, vous aviez bien la lumière qui s'éteignait, votre radio, votre machin, vous aviez des bruits. Ah, ah oui, ah non, il n'y a, plus, y a rien, mais je pense que j'ai rêvé. Voilà. Parce que de temps en temps, même en nous mettant le nez dessus, c'est vrai que
ça dérange parce que d'un seul coup, Ouais. ça bouscule automatiquement un certain nombre de croyances que l'on peut avoir et les habitudes et le monde matériel est déjà beaucoup plus rassurant, quoi qu'aujourd'hui, bref, il est déjà beaucoup plus rassurant. Donc de sortir, de faire l'effort de se dire ah ben j'ai entendu quelque chose, donc ça veut dire que c'est une entité, un défunt, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort, ça veut dire qu'ils peuvent revenir nous voir, ça veut dire plein de choses. Donc Et de l'admettre, ça finalement, d'admettre que ces phénomènes arrivent. exactement. Exactement. Ben, vous savez, moi j'ai eu par exemple pour moi personnellement, j'ai eu des photos comme ça qui m'ont assez impressionné. Je me rappelle, j'avais descendu le, l'Ardèche en canoë et en fait j'ai pris une photo de ce qu'ils appellent, je crois, la chapelle, si je me souviens bien, hein, parce que c'est un gros rocher ou la cathédrale avec des grands pics de-dessus qui ressemblent à une couronne. Et quand j'ai pris la photo, ne voyant rien de spécial, j'ai vu, bien sûr, mais là c'était véritablement une couronne, et je voyais cette montagne avec des yeux, un nez, une bouche. C'était l'entité Oui. de la rivière. J'ai fait aussi une autre photo d'un Christ parce que je le trouvais sympathique. Je le trouve toujours sympathique, hein, Jésus, mais c'était une photo de ce Christ. Je prends la photo, je la fais à l'époque, c'était je l'ai fait développer parce qu'à l'époque c'est comme ça que ça marchait, et quelle ne fut pas ma surprise de voir autour de la tête de Jésus deux auréoles blanches. Ah oui. Donc Et ce selon sont vous, des c'était quoi? signes, ça. Donc ce sont des signes, on les entend pas. Si ça nous Mhm. dérange, on dit ah ça y est, il m'a caché ma photo parce qu'il a mis des trucs dessus. Puis il y a d'autres fois, on peut dire ah bah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce que donc ça peut être quelque chose à creuser, etc. Donc c'est pour ça qu'il moi pour les autres, bien tout simplement je dis mes pensées, je dis mon expérience. Quand c'était des patients comme cette femme, je lui disais allez voir un magnétiseur qui va nettoyer votre maison. Mais après ça, chacun fait comme il veut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces paroles ne sont jamais mortes. Ne sont jamais mortes. C'est-à-dire que même si la personne ne l'entend pas encore aujourd'hui, souvent, je voyais ça avec mes patients, un mois, 2 mois, 3 mois, un an plus tard, ils revenaient et puis ils me disaient ah bah oui, tiens, ce que vous avez dit, je l'ai compris, je l'ai vu, etc. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes, et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que la physique quantique vient à notre secours. Notre secours dans le sens que elle déjà nous montre que cet univers n'est pas un univers matériel, mais c'est d'abord un univers énergétique. Et donc ça, c'est vraiment extraordinairement important parce que la matière, toutes les particules ne sont que des concentrés d'énergie et sans arrêt, l'énergie se transforme en matière et la matière se transforme en énergie. Nous vivons dans un maelstrom d'énergie. Par exemple, quand on voit le vent qui vient nous frapper, nous on voit des petites molécules d'air qui viennent caresser notre peau, mais en fait ce sont aussi d'énormes champs électromagnétiques qui nous traversent, qui nous informent, qui nous nourrissent également et qui sont importants pour nous. Donc on est des êtres énergétiques qui vivons dans un maelstrom d'énergie et quelque part, la matérialité n'est qu'une exception à sa règle. Alors que nous, on pensait plutôt que c'était la généralité et l'énergie, mais non, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est que et c'est ça aussi qui est très intéressant à bien considérer, c'est que pourquoi l'énergie se transforme en matière? Eh bien, pour qu'elle se transforme en matière, c'est qu'il faut qu'il y ait derrière une information, Mhm. une pensée. Et là, même pour créer cet univers, il a fallu une pensée. Là, ça commence à devenir dangereux, dérangeant et dangereux peut-être, mais dangereux, dérangeant pour certains parce que derrière cette pensée, chacun y mettra le mot qu'il veut. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre aussi que notre pensée transforme cette énergie incohérente qui nous entoure en énergie cohérente qui nous donne quelque part nos formes. Et donc, dans, dans ce monde énergétique, Dieu merci, la majorité des énergies sont bienveillantes pour Oui. nous.
et parce Heureusement. que c'est elles qui nous nourrissent. Donc nos stress, nos peurs, ne pas tomber encore dans la paranoïa, parce que si elles étaient vraiment méchantes, etc., on serait plus là depuis bien longtemps. Hein. Oui. Donc il y a la majorité, on baigne dans un univers énergétique qui est bienveillant pour nous. Et j'insiste sur ce mot-là. Bienveillant, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'amour. Donc, je peux vous dire d'où ça vient, mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Et, et en fait, dans cette énergie, on est dans un monde de dualité. Le jour et la nuit, le masculin, le féminin, etc. Et donc, il y a des énergies bénéfiques et il y a des énergies, on va qualifier ça, non bénéfiques. J'aime pas trop le terme maléfique parce que tout simplement, regardez le feu. Le feu, bah, on est content du feu parce que ça nous chauffe l'hiver, ça va nous permettre de cuire nos aliments, donc c'est bénéfique. Mais le feu qui va produire un incendie dans notre maison, on ne va pas dire que c'est bénéfique. Donc, comme quoi, il y a toujours cette dualité et ces énergies, je dirais négatives à ce moment-là, qui viennent de notre environnement, des autres, voire d'autres dimensions comme du monde des esprits ou d'autres encore, bah évidemment, peuvent venir nous perturber. Une pensée de quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui vous en veut fortement et qui a de la rancune pour vous, de la colère pour vous, ben, cette énergie qu'il va vous envoyer risque de vous perturber. À l'inverse, faites l'exercice, un petit exercice qui est super sympa, celui-là. Et donc, vous vous mettez à deux, face à face, et puis vous décidez lequel des deux va commencer par envoyer de l'amour à l'autre. Et donc, l'autre se met en réception, il ne fait rien. Et au bout de quelques minutes, on inverse les rôles. Et ce qui est extraordinaire dans cet exercice, c'est qu'on voit tout l'effet bénéfique de cet amour que l'on reçoit. On voit aussi tout l'effet bénéfique de l'amour que l'on envoie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si des pensées d'amour sont positives, elles vont nous aider. Des pensées de haine, de jalousie, de colère peuvent venir nous perturber. Donc, et après ça, il y a des personnes qui le font volontairement. Il y a des professionnels qui. Moi, je voyais ça quand j'étais à Paris. J'ai vécu à Paris et de temps en temps, dans le métro, je descendais dans la rame et puis d'un seul coup, bing, moi j'ai mes petits signaux d'alerte, bip, 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 qui me disaient attention, alerte, parce qu'il y avait, j'appelle ça un salopard, qui descendait dans le métro pour se nourrir Mais de oui, toutes les énergies des autres, voire d'autres choses, etc. oui, Donc, parce qu'en fait, elles sont vides, en fait. Elles sont vides en elles. Il y a pas de, elles se nourrissent des autres, finalement. Alors, c'est ce qu'on comprend. oui, oui. Et oui, oui, oui. Moi, je me suis fait avoir une fois, d'ailleurs, parce que j'étais en excursion dans un beau pays, dans les îles merveilleuses, etc. Et il y a un homme qui est venu s'installer à côté de moi. Et il n'a pas, malgré les tentatives que j'ai faites, il est beau ce chat, et malgré les tentatives que j'ai faites, il n'a pas voulu converser avec moi dans l'heure de la traversée. Mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'arrivé au bout, quand on est arrivé au port, j'étais vidé, vidé, Ouais. mais vidé. J'ai même été directement à l'hôtel, j'ai été me coucher, j'ai même pas dîné, etc. Et c'est le lendemain que j'ai compris que cet homme était venu sciemment à côté de moi, n'a pas voulu converser et m'a pompé toute mon énergie Mais pendant cette traversée. Remarquez, comment ça je suis pas se, d'un naturel méchant, mais en général, je pense qu'il doit se rappeler du choc en retour. comment, selon vous, ça se matérialise justement parce que vous ressentez que c'est dû à cette personne qui s'est assise à côté de vous. Donc, comment vous le ressentez que c'est une personne qui vous vole votre énergie? Vous parlez C'est-à-dire, c'est que là, complètement je de me suis votre fait avoir livre. parce que j'étais à 300 km de pensée de toutes ces considérations. J'étais plutôt dans la beauté des paysages, etc. Donc, j'ai pas prêté garde. Euh, mais c'est autrement, ce qu'on le sent, on le sent parce que on sent quelque part, pouf, notre dynamisme qui se vide. On sent aussi, quand, par exemple, quand il y a un défunt, qui s'approchent de nous, c'est pas forcément avec des mauvaises intentions d'ailleurs, mais eux, ils ont des énergies
énergie basse, et le simple fait qu'ils soient à côté de nous, ils vont nous prendre une partie de notre énergie. Donc on se sent fatigué. Fatigué, on se sent diminué à ce moment-là, on peut sentir du froid en nous, pas de l'extérieur, mais c'est vraiment une froid en nous. Et ça peut aller, si ça persistait, parce que il y en a qui continuent leur œuvre, ils vont pas s'arrêter en une seule fois. Et à ce moment-là, ça peut nous conduire vers des états de déprime, de dépression, de burn-out. Donc c'est vraiment des. Alors, faut pas me faire dire aussi que tous les cas de dépression, etc., viennent de ça. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais Mais, et moi d'ailleurs, je fais souvent des passages d'âme, nombreux d'ailleurs, mais je m'en vante pas parce que je ne fais pas les passages individuels, c'est vraiment des passages de groupe très importants. Et en fait, je sens leur présence parce que d'un seul coup, je me réveille la nuit, ou d'un seul coup, je me lève le matin, ou dans la journée, je me sens, boum, fatigué, déprimé. En fait, ce sont Donc des là, maintenant, énergies qui ne nous appartiennent pas finalement. voilà, Elles viennent nous voilà, envahir ça s'impose à moi. physiquement. Et Voilà. quand je fais ce passage, à ce moment-là, d'un seul coup, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mon entrain revient. Dans le jet d'un sort, par exemple, c'est souvent un symptôme extrêmement important de aussi une grosse fatigue qui nous apparaît. C'est le prémisse, le premier signe que l'on peut avoir par rapport à ça. Mais là encore, nos paniques, parce que ça peut venir de bien d'autres choses aussi. Hein, c'est pas. Oui. Mais bon, après, c'est vrai que quand moi je me rappelle, j'avais eu un truc comme ça qui m'était arrivé et je revenais, je reprenais l'autoroute pour rentrer chez moi. Il était 3-4 heures de l'après-midi, la journée s'était bien passée sans problème. Et là, je me suis senti fatigué, une fatigue énorme, comme s'il était 4 heures du matin et que je n'avais pas dormi, que j'avais pas fermé, pas dormi du tout. Et d'ailleurs, j'avais même les paupières que j'arrivais du mal à garder ouvertes. J'ai même failli, dans un virage, partir dans le décor. Et là, j'ai compris que c'était pas normal. C'est là que je me suis arrêté le plus vite possible sur une aire d'autoroute et j'ai fait mes petits exercices, mes petits tests et je me suis aperçu qu'en effet, on m'avait bien balancé quelque chose de pas très très sympathique. Moi aussi, quand je ressens des éléments négatifs, je ressens ça souvent comme des pics. Bon, ça peut être d'autres sensations pour les autres personnes. Hein. C'est comme ça que ça se manifeste, comme des pics assez forts, désagréables, qui se produisent un petit peu partout sur mon corps. Ça ne va pas être spécialement sur le visage ou sur le thorax, c'est vraiment des pics à droite, à gauche, désagréables qui se font ça, ou alors sur un endroit fragile. Moi, j'ai un endroit fragile, c'est mon oreille. J'ai une baisse de l'audition de ce côté-là et j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais gamin. Et en fait, je sais que quand mon oreille me fait mal, alors qu'elle ne me fait jamais mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose Ah oui. qui est, alors pas forcément qui m'est C'est comme un envoyé, mais sixième sens en fait. C'est comme un sixième ça peut sens, être quelque, une alerte qui nous met dans c'est une alerte. l'inconfort. Qui me met dans l'inconfort et c'est vrai que c'est intéressant de le repérer parce que souvent ça se manifeste souvent de la même manière quoi, et ça nous permet de réagir immédiatement ce phénomène pour pas mais c'est pas forcément quelque chose qui est dirigé contre moi, ça peut être quelque chose qui passe, je peux me retrouver dans un endroit vous voyez, quand on se retrouve par exemple dans un cimetière dans, dans des lieux de combat, etc. Donc, dans des lieux où il y a eu des agressions, qu'il y a eu des choses difficiles, ou même une personne dans un lieu qui a été gravement malade et qui a vécu toute sa maladie dans le lieu est chargé aussi de ces énergies de souffrance. Et voilà, donc il ne faut pas là non plus être paranoïaque, il faut bien comprendre que ça peut Oui, venir d'ailleurs. Hein. oui, C'est voilà. pas, Ne pas porter la responsabilité sur nous, parfois ça vient de l'extérieur, et puis de faire le nécessaire pour justement retrouver une harmonie. Je, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais euh, je vous répondrai qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon bouquin, j'ai écrit aussi une nouvelle version du livre que vous avez montré, où j'explique en fait que
bien sûr, les sorts nous sont envoyés de l'extérieur, mais, s'ils nous ont été envoyés, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui les a attirés. Oui, je suis assez d'accord. De toute façon, Donc, il comme vous faut dites, il y a une dualité, on s'oppose j'ai envie de dire, parfois, c'est une guerre que je constate, mais entre l'ombre et la lumière, tout simplement. voilà, c'est C'est bien long, deux choses qui la guerre, s'affrontent. ouais, Oui, mais elles s'affrontent à l'intérieur de nous. aussi. Oui, oui, oui. Je suis assez C'est d'accord. à l'intérieur de nous que se passe le combat, c'est pas à l'extérieur. Je Il suis faut bien d'accord. comprendre, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que, et c'est pour ça que euh, notre vie n'est qu'une suite d'expériences, d'expérimentations, où alors de temps en temps on va choisir la lumière, donc on va être bien, heureux, équilibré, puis il y a d'autres fois on va suivre notre ego, notre mental, et on va pas faire le bon choix. Mais de toute façon, dans les deux cas, même si on fait pas le bon choix, on va vite s'en rendre compte, et si on est assez Oui, intelligent, on va changer. Et donc, on va revenir vers la lumière. C'est pour ça qu'on dit souvent, même l'ombre travaille aussi pour la lumière, quelque part. oui. Parce qu'il faut de temps en temps, il faut toujours On peut pas expérimenter être l'ombre. dans la lumière si on n'a pas affronté sa part d'ombre. De toute façon, il y a une logique Exact. de l'univers, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça aussi que même au niveau des possessions, par exemple, bien sûr, il y a des possessions qui viennent d'entités, qui viennent de défunts. Mais là encore, je vous dirais que c'est aussi très lié parce que nous avons laissé la porte ouverte, c'est que nous avons attiré aussi quelque part la situation. Mais plus fort encore, euh, c'est que quand toutes les techniques que je livre, d'ailleurs je livre les techniques aussi pour rapport aux possessions dans le livre, toutes les techniques que j'utilise sont toujours ce ne sont pas des techniques de combat. Je ne combats pas le mal, parce que c'est quelque part comme si on combattait aussi une partie de nous-mêmes, et quelque part on le nourrit en le combattant parce on se place sur le même niveau que lui. Il faut plutôt utiliser l'amour, parce que si on veut éteindre le feu, on n'utilise pas le feu, on utilise de l'eau. Donc l'amour est vraiment l'opposé et qui peut transmuter cette énergie d'amour, cette énergie négative en énergie d'amour. C'est pour ça que quand je sens des énergies négatives autour de moi, j'appelle mes guides, mais je commence à envoyer de l'amour. Et ça, c'est la meilleure solution pour en être délivré, tout en conservant notre... Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans ces possessions, eh bien, en particulier, il y a beaucoup de possessions chez les schizophrènes, et dans d'autres cas aussi. Et donc, je demande toujours l'autorisation, si je peux enlever cette entité, ce défunt chez la personne. Et j'ai été très surpris que dans 80-90% des cas, on ne me donnait pas l'autorisation de le faire. Alors bon, je me suis dit au départ, c'est parce que la personne doit le vivre, elle doit le comprendre, peut-être qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas bien dans cette vie ou dans une vie antérieure, j'en sais rien, mais bon, moi j'obéissais toujours, il n'y a qu'une seule fois où j'ai désobéi aux ordres et je peux vous dire que je m'en rappelle. Et donc, et puis ben, j'ai compris aussi que les 80% qui eh bien, n'étaient pas habités par des entités venant de l'extérieur. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de masques. Or, en fin de compte, ces masques correspondent à des sous-personnalités que nous avons, qui sont quelque part des satellites de notre personnalité principale. Et selon les situations, Pour on moi, va elles sont prendre tel. développées parce qu'on est en mode survie, ces masques-là. On est en mode J'ai survie. noté ça. C'est vrai, dans certaines situations, il va y avoir une entité, une sous-personnalité qui va prendre le contrôle de nous, mais qui n'est pas forcément une personnalité très positive, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à ce moment-là, qui peut donner ces impressions de possession. Mais en fin de compte, ces impressions de possession, et d'ailleurs, j'avais travaillé pendant un moment avec un ami psychologue, et on n'y arrivait pas à chaque fois, loin s'en faut, mais en travaillant, en faisant un travail psychologique, on poussait le schizophrène, la personne de schizophrène, à découvrir qu'à l'intérieur d'elle, il y avait un mécanisme qui n'était pas elle. Oui.
Et quand elle le découvrait, quand elle admettait ça, ce qui n'était pas très fréquent, mais c'était dans 10-20% des cas, eh bien, quand elle admettait ça, à ce moment-là, soit elle lui envoyait de l'amour à ce mécanisme, soit elle le chassait, mais à ce moment-là, de lui transmettre, de lui envoyer de l'amour est toujours mieux parce qu'à ce moment-là, cette sous-personnalité se retrouve nourrie et peut se réincorporer, mais d'une manière bénéfique à notre être principal. Mais de toute façon, que ce soit un cas comme l'autre, eh bien, le schizophrène était guéri, tout simplement. Et donc, c'est vraiment important de, là encore, bien considérer que on n'est pas, nous ne sommes jamais des victimes. Quelque part, c'est nous qui attirons les situations à nous, même si ça nous semble venir d'énergie négative, d'être pervers, que sais-je. Donc, et là encore, ce sont des expériences à vivre qui nous font avancer et progresser. Et je vous rejoins là-dessus parce que moi j'ai effectivement étudié aussi euh, un cas de schizophrénie et cette personne au départ n'avait pas un parcours, on va dire, plein d'amour. Au départ, c'est une personne qui a été abandonnée, qui s'est retrouvée orphelin, qui a dû survivre pour avoir de l'argent, qui donc a commis des crimes, voilà. Et souvent, j'ai l'impression que c'est effectivement une brèche en soi qui laisse entrer effectivement cette, comme vous dites, possession ou entité négative qui vient nous dominer ou prendre le contrôle en fait dans le cas de la schizophrénie en tout cas. Donc oui, je pense que la solution de toute façon à tout, moi j'ai envie de dire, c'est l'amour est la réponse à tout. Hein. Donc L'amour est la solution à tout, la guérison de tout. Et quand à partir du moment où on met cet amour dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, déjà les choses deviennent de plus en plus faciles. Mais beaucoup de personnes me disent, oui, mais c'est bien gentil ça, mais comment qu'on est dans oui, l'amour? Et donc c'est pas... c'est là où c'est difficile de le faire comprendre. C'est que C'est-à-dire, c'est on que pour moi, il nous y a sommes là, deux éléments. spirituels, pour voilà, accompagner et guider les gens vers cette approche plus de l'amour vers soi, plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur. Oui. Pour être dans l'énergie de l'amour, je conseille souvent aux personnes, d'essayer de retrouver une situation dans leur vie où ils ont été dans un amour, dans l'amour. L'amour, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec leur conjoint, leur conjointe, avec la famille, une réunion, etc. Quelque chose. Et donc, qu'ils revivent, qu'ils ressentent ce qui s'est passé à eux à ce moment-là. Et puis, on ne vient pas dans l'amour comme ça, dans un claquement de doigts, en disant hey, maintenant, hop, je passe dans l'amour, etc. C'est pas évident. Et à ce moment-là, on peut commencer par des sentiments proches qui sont déjà plus faciles à atteindre, qui sont l'empathie, la compassion, l'intégrité, la justice, le partage, l'équité. Donc tout ça, ça sont des sentiments, si on commence à les placer dans notre vie, qui vont nous mener tout doucement vers ce sentiment d'amour qui est l'énergie la plus forte de l'univers. Et c'est une énergie, enfin c'est une énergie, c'est un sentiment qui n'a pas d'opposé. Qui n'a pas d'opposé? L'opposé, on lui présente souvent la haine comme étant l'opposé. La haine est l'opposé de la compassion. L'amour, il est unique. Voilà. L'amour, moi, parfois, je dis l'opposé de l'amour, c'est le désamour, en fait. C'est qu'on a oublié de s'aimer ou qu'on n'a pas appris à aimer ou s'aimer. Et moi, j'introduis la notion de désamour, mais effectivement, l'amour est universel et je vous rejoins complètement là-dessus. Hein. Et justement, comment on peut espérer aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans un monde voilà, de paraître et que la planète elle est en train de connaître une ascension, là je parle de taux vibratoires, hein. Et puis je vais citer Nikola Tesla, mon préféré, qui disait que si on voulait trouver les secrets de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence, d'information et puis de vibration. Donc là, Exactement.
effectivement, vous-même, vous avez écrit un livre sur les secrets de l'univers, hein, que je conseille. Et quelle est votre vision du nouveau monde après, effectivement, ce qu'on est en train de vivre avec la Covid? Est-ce qu'on peut se préparer? Et si oui, quelle serait la manière la plus adéquate pour atteindre cette autonomie dont vous parlez et puis prendre responsabilité hein, face à cet enjeu qui est planétaire, avec un intérêt plutôt collectif aujourd'hui, et puis que chacun prenne conscience de ce nouvel écosystème de santé holistique qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et vous avez écrit deux beaux ouvrages, les deux derniers livres, hein, Révolution de l'amour et Dialogue avec Lucifer, qui nous éclairent tout à fait sur ce nouveau monde. Oui, parce que aujourd'hui, on vit une époque, et quand je dis aujourd'hui, je dirais que ça a commencé déjà dans les années 90. Euh, on vit actuellement une évolution, une montée extraordinaire du niveau vibratoire de la Terre. Donc cette montée du niveau vibratoire de la Terre a commencé tout doucement et puis là maintenant elle est pratiquement à la verticale et c'est vraiment une forme de courbe exponentielle. Donc pour vous donner un exemple, je ne rentrerai pas dans les détails des unités bovies, etc. Mais bon, si on prend ces unités, eh bien, dans les années 90, on était aux environs de 6500 unités bovies et aujourd'hui, on est aux alentours de 35 000. Donc 5 fois plus important. 5 fois plus important. Donc ça nous a conduit à une ouverture de conscience, même si on ne s'en prend pas, si on ne prend pas attention à ça, c'est que l'humanité connaît une ouverture de conscience. J'en donnerai un petit exemple, c'est qu'autrefois, par exemple, c'était les tribus, on connaissait à la rigueur notre environnement sur quelques kilomètres, point barre, et puis après ça a été la région, puis ça a été le pays, puis ça a été le continent, et puis après ça maintenant on est à un stade interplanétaire, voire extraplanétaire, et donc tout doucement, notre conscience s'élève. On le voit aussi avec les découvertes scientifiques qui sont faites, etc. Donc, on voit aussi, regardez bien les animaux. Les animaux, ils ont aussi un comportement qui change par rapport à ce qui était autrefois. Souvent, moi, je voyais les chiens se renifler l'arrière-train pendant des heures quand ils se rencontraient. Là, à la rigueur, ils le font un petit peu pour se faire la présentation. Et puis après ça, c'est comme s'ils conversaient ensemble, comme s'il y a quelque chose qui change autour de nous et on n'en prend pas garde parce qu'on est trop perdu dans nos pensées. Donc cette évolution naturelle nous pousse à, à être à de plus en plus de conscience, à une évolution spirituelle quelque part de l'être humain. Et puis de l'autre côté, nous connaissons ce qui se passe avec la Covid, qui est une période très douloureuse pour l'ensemble de l'humanité, parce que d'un seul coup, tout le monde qu'elle avait construit jusqu'à présent commence à s'effilocher, à partir un petit peu avec les faillites, avec les problèmes de mauvais, on ne peut plus circuler comme on voulait, on se trouve distancié, etc. Alors, on peut considérer que cet épisode de la Covid déjà nous tire vers le bas alors qu'on est aspiré vers le haut. Donc, on est déjà extrêmement perturbé par ces deux aspirations opposées. Et puis, on peut considérer la Covid de deux manières. La première, ce qui est de se dire, waouh, oui, mais la Covid, la distanciation nous a enfermés chez nous. Là, maintenant, on nous passe des lois liberticides, etc. Donc, on est en train de vivre une époque terrible où on va se retrouver dans un état dictatorial, voire un gouvernement mondial comme en parlent certains. Donc on peut le voir comme ça, on peut l'analyser comme ça. On peut l'analyser aussi en disant non, le gouvernement ne veut que notre bien et donc ce qu'il fait, c'est pour notre bien à tous et suivons ses conseils. Après ça, il y a l'autre côté, c'est si on suit cette ascension énergétique, on peut considérer que la Covid, tout ce qu'elle entraîne, c'est une phase d'épuration de l'être.
Parce qu'en fin de compte, cette distanciation, ces confinements, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous place face à nous-mêmes. Et Et oui, beaucoup ont du mal à le supporter parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être ça. Et se sautent sur leur télévision, sur les tablettes, etc., pour essayer de combler ce vide. Mais combien de personnes, surtout après le premier Covid, ont commencé à dire, bah oui, nous, on voudrait changer de métier, on voudrait changer de région, on voudrait aller à la campagne, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est pas ça qu'on veut faire, etc. Donc, il y a cette prise de conscience qui est importante. Et je dirais que tant qu'on n'a pas compris, c'est un petit peu comme la maladie dont on parlait tout à l'heure, tant qu'on n'a pas compris, ben, les situations reviennent de plus en plus fortes, de plus en plus intenses, etc. Nous obligeant à comprendre les choses. Parce qu'en fait, le niveau vibratoire de la Terre monte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain est fait pour vivre au niveau vibratoire de la Terre. Donc, s'il monte, nous devons le suivre. Ce n'est pas est-ce que nous voulons, c'est que nous devons le suivre. C'est une obligation simplement pour maintenir notre équilibre, l'équilibre de notre être. Donc, c'est pas, on n'a pas le choix quelque part. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on peut se dire, ah oui, mais là, bon, moi, je suis pas mal là, en ce moment, je reste comme ça. OK, mais qui ne suit pas, si on reste stable, le niveau vibratoire de la Terre va continuer de monter sans nous. Et donc, en fin de compte, on était peut-être au bon niveau à un moment, mais on se retrouve largement en dessous après. Donc, il faut bien comprendre qu'il doit le suivre. Et c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un manuel que j'ai mis à télécharger gratuitement sur mon site, euh, qui s'appelle Manuel de vie ou de survie, avec des conseils pratiques pour arriver à suivre ce cheminement. Ce cheminement, tout simplement, il revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la maladie, c'est que c'est la maladie, on peut dire la Covid, c'est quelque part la maladie planétaire. oui. Et en fait, cette Covid nous oblige en tant qu'humanité à changer. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut simplement que nous retrouvions notre chemin de vie, notre chemin d'être, notre chemin de notre âme. C'est tout ce qu'elle veut. C'est pas une punition là encore. C'est Se- simplement, c'est pas un Comme jugement se de Dieu. reconnecter à sa mission de vie, en fait, ou découvrir sa mission de vie, Voilà, simplement. découvrir ses aspirations. Pas très compliqué, mais pour ceux qui cherchent, leur chemin de vie, et Dieu sait qu'aujourd'hui tout le monde recherche ce chose-là. Eh bien, je dirais que on a la réponse, par exemple, avec les personnes qui font des états de mort imminente, les EMI. Souvent, ceux qui reviennent nous disent, en fait, ils se retrouvent complètement transformés et ils disent, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans cette vie, c'est l'amour. Nous sommes là pour expérimenter, pour vivre, pour développer l'amour. Et donc, c'est les personnes qui cherchent leur chemin de vie, ben, je dirais, commencer par vivre l'amour. C'est la première raison d'être sur cette terre. C'est ça. Après ça, le reste, je dirais, la souffrance n'est pas obligatoire. Si nous suivons notre chemin de vie, nous serons toujours dans la joie et le bonheur. Et pourquoi la souffrance n'est pas obligatoire? C'est parce que tout simplement, la preuve, c'est qu'elle nous fait souffrir. Donc, ça veut dire que c'est pas bon pour nous. Et donc, c'est plutôt, elle est là pour nous dire, attention, là, un petit voyant s'allume, bing, 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 une petite souffrance physique, morale, peu importe, et qui nous dit attention, c'est pas tout à fait la bonne voie que tu es en train de choisir également. Là, et on connaît ça au niveau planétaire. Et c'est pour Moi, ça que j'ai envie de on vous va poser une vers question. une. Il y a sûrement, dans la population mondiale, il y a sûrement une catégorie de personnes qui ne va pas pouvoir suivre cette élévation planétaire. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Voici une bonne question. Voici une bonne question. C'est sûr que. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait une belle parabole dans l'Évangile là-dessus, comme quoi il y avait des gens qui se préparaient depuis des années à passer dans les énergies élevées, et puis il y avait les personnes qui se préparaient qu'à la dernière minute à ce passage. Mm.
Et en fait, arrivés de l'autre côté, les gens qui s'étaient préparés depuis des années étaient jaloux un peu des autres qui avaient réussi à rentrer, alors qu'eux n'avaient fait qu'un petit cheminement de dernière minute, si je peux dire. Et en fait, peu importe qu'on soit prêt depuis des années ou qu'on soit prêt à la dernière minute, c'est d'être prêt au moment voulu, mais on ne sait pas quand est-ce que sera ce moment voulu. Et qu'est-ce que deviendront les personnes euh, C'est toujours très difficile à dire, c'est que là, on est dans le domaine des hypothèses. J'en avais parlé d'ailleurs dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle Projet Humana. Et c'est vrai que j'avais décrit, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'avais décrit comme si la Terre se dupliquait. Une Terre qui va rester dans les fréquences habituelles, matérielles, etc., les fréquences basses, et avec toute la population qui restait sur cette fréquence. Et puis l'autre Terre s'était dupliquée et s'était mise à vibrer sur une autre fréquence avec la population adéquate et était partie dans une autre dimension, dans la dimension suivante, je dirais. Et donc, c'est une hypothèse. On ne sait pas, on ne sait pas du tout On ce ne peut qui se que passera. présumer. Et puis, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'aussi La Révolution de l'amour est un livre très important. C'est amusant parce que je l'avais écrit avant l'histoire de la Covid, bien avant. Il devait même paraître à l'époque de la Covid, mais il n'a pas pu paraître à cause du confinement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose que l'on puisse vraiment faire, c'est se préparer soi-même. Okay. Donc ça, c'est déjà très important. Parce que si nous, dans notre tête, on est équilibré, on est dans l'harmonie, on est dans l'amour, à ce moment-là, cette énergie ne va pas rester enfermée dans notre tête et va irradier. Et c'est dans cette révolution de l'amour, j'incite les personnes à développer ce sentiment et de faire même des petits moments de méditation et d'envoyer cet amour autour d'eux. Envoyer cet amour à tous nos êtres humains, à tous nos dirigeants, pour qu'ils prennent les meilleures décisions qui soient pour l'humanité, à toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Parce qu'en fait, il y a des expériences, et il y en a une particulièrement d'un Indien qui s'appelle Miharishi, qui a montré, qui a démontré sur des petites expériences locales, sur des villes et choses comme ça, que s'il y a un groupe de personnes qui vibrent sur cette fréquence-là, à ce moment-là, elle peut modifier l'ensemble des paradigmes de la population. Et cette population, le nombre de personnes est faible, en ce sens que lui, il avait élaboré du genre, c'était la racine carrée de 1% de la population. Donc c'était quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes qui vibreraient sur cette fréquence sur la Terre pourrait peut-être entraîner et aider les autres ainsi à monter leur niveau vibratoire, à aider les gouvernants à prendre les décisions les plus justes et les plus équitables pour toute l'humanité. Et à ce moment-là, on prépare, tout le monde pourrait se préparer ainsi. Et ça fait tache d'huile. C'est ça la révolution de l'amour que j'explique en détail dans mon livre et qui peut être une alternative, et c'est bien que cette solution est très importante pour moi parce que là encore, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans la révolte, on n'est pas dans la révolution, on n'est pas contre, on est en train d'ouvrir une nouvelle voie, simplement, tranquillement, et si elle est juste et si elle est bonne, elle s'imposera à tout le monde. Pour vivre en paix. Souhaitons la paix intérieure à tous. Oui, parce que ce qu'on rêve, c'est une société équitable, une société de partage, une société de compréhension entre tous, une société où chacun pourrait développer ses talents, ses capacités, ses aspirations, son être. C'est ça, vivre en harmonie avec la nature, respecter la nature, revenir à une alimentation, je dirais, plus frugale, plus simple, plus équilibré par rapport à nous, arrêter Chacun, de dévorer la chacun aurait planète, sa place, tout arrêter de la simplement. polluer. Oui, oui. Pardon? Où chacun aurait sa place, hein, tout simplement, sans devoir se Exactement. battre, sans faire la loi du plus fort, voilà, sur une égalité. En plus,
humaine, C'est ce que un j'explique peu aussi. plus d'humanité. Oui, parce que la loi du plus fort, la compétition est une aberration, parce que notre société, on est dans la compétition dès le plus jeune âge, parce que déjà, rien qu'à l'école, il y a le premier, il y a le dernier, il y a les zéros, il y a les machins, il y a les trucs. Moi, je me rappelle, il y avait des gamins qui partaient en classe de neige, ils allaient peut-être encore voir la neige pendant 5 jours, une fois dans leur vie, ces gamins. Eh bien, le cinquième jour était passé pour leur faire passer un concours pour obtenir un flocon. Et je leur dis, mais on s'en fout du flocon. Ils auraient été bien mieux à aller jouer. Ils étaient tous stressés parce qu'ils avaient passé le flocon, etc. C'est ridicule. Et ce qu'il faut voir, c'est que, bien sûr, il y a eu une certaine compétitivité au sein de l'évolution, mais l'évolution sur cette terre a été basée surtout par la coopération. Parce que si c'était vraiment la compétition, les lions, ils auraient mangé depuis longtemps toutes les gazelles et puis il n'y aurait plus rien. Et donc, il y a toujours, là, il y a de la destruction pour l'équilibre, mais la plupart, c'est la compétition. Et je donne par exemple l'exemple le plus simple que j'ai eu, c'est comment s'est constituée la première cellule. Alors, on dit qu'il y avait dans une flaque d'eau, il y avait plein d'organites vivants, et puis il y a eu une période de sécheresse. Donc, l'eau, elle diminue, la flaque d'eau allait disparaître, et là, ce qui aurait pu se passer, si ça avait été la compétitivité, c'est qu'ils seraient tous bagarrés entre eux, parce qu'il y en a un qui se dirait, si je suis plus tout seul, s'il reste encore un peu d'eau, je vais pouvoir survivre. Voilà, logique, c'est ce qu'on nous apprend. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les différents organites se sont associés pour créer une sorte de mini-aquarium où ils ont pu tous vivre, survivre, et chacun travaille trouvant sa place. Et donc, ça a été la coopération qui a créé, c'est l'union vraiment de la carpe et du lapin à ce moment-là, et qui a pu créer cette première cellule, cette premier élément de vie. Et donc, il faut sortir de cette notion de compétitivité, d'être le meilleur, d'avoir le pouvoir, de la puissance, etc. Et puis aussi sortir de notre insatisfaction Oui, courante, parce que c'est pas en achetant une belle voiture ou une grosse télévision qu'on va avoir du bonheur. Et donc le bonheur, il est à l'intérieur de nous, c'est pas ça. On peut acheter une bonne télévision parce que ça nous fait plaisir, mais il faut bien comprendre que c'est un plaisir, c'est pas un but. Et donc le but, c'est vraiment d'être heureux, d'être bien. Et qu'est-ce que moi, j'étais parti pendant 1 an et demi à la fin de mes études de médecine en routard avec mon sac à dos. J'ai visité un nombre considérable de pays avait dans les populations. Je vivais comme la population locale. Et en fait, quand je suis revenu de tous ces pays où j'ai vu des choses extraordinaires, eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Qu'est-ce que tu en tires? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à travers de toutes les populations que j'ai rencontrées sur tous les continents, eh bien, je me suis aperçu que de quoi rêve tout le monde? C'est pas compliqué. On rêve tous de la même chose. On rêve d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir notre famille autour de nous, d'avoir des amis et d'être en paix avec tout le monde. Et c'est ça de quoi on rêve. On rêve pas de. Et toutes les guerres, toutes les révolutions sont fomentées par certaines personnes qui recherchent le pouvoir, l'argent et qui envoient les autres. Parce que moi, autrefois, il y avait les généraux, ils étaient au milieu de la bataille. Au moins, ils avaient cette franchise-là. Et là, maintenant, on envoie les soldats, on envoie les autres, on envoie des hommes de paille. oui, Et c'est trop facile. Trop facile. facilement. Mais sur ces bonnes paroles, c'est effectivement ce qu'on retient, c'est qu'il y a un véritable retour à l'essentiel, une simplicité de vivre à travers la joie de vivre, l'amour, le bonheur, rendre les gens heureux et vivre avec les uns et les autres. Tout à l'heure, tu disais que tu opposais l'amour au désamour. Mm. Non, parce que le désamour, ce n'est pas l'opposé, c'est le non-amour. C'est différent. Oui, c'est C'est un la bon sens. Oui. neutralité. Oui. C'est pas l'inverse, hein, c'est vraiment de ne pas avoir d'amour. C'est pas un opposé en soi, c'est pas Mm. quelque chose qui s'oppose. Et puis l'autre élément, c'est aussi, c'est pas un hasard en plus si ça arrive en ce moment, c'est que il m'est arrivé du livre l'inspiration pour écrire un livre qui s'appelle Dialogue avec Lucifer, donc qui remue beaucoup de choses parce que Lucifer était un archange qui était le porteur de lumière, donc, et le plus grand serviteur de Dieu. Et en fait, j'ai eu
l'inspiration, appelez ça comme vous voulez, d'un dialogue avec cet être qui est venu me trouver et on a dialogué. Et il a réécrit, il a représenté toute l'histoire qui nous est donnée depuis la Genèse, l'arbre de la connaissance, le serpent, que sais-je, et puis ce mal, ce diable, ce qui vient toujours nous chercher, etc. Et là, il le montre, euh, il nous remontre l'histoire d'une autre manière, parce qu'il faut bien comprendre que l'histoire qui nous est présentée a été écrite, réécrite, modifiée au cours de tous ces millénaires, et on ne sait plus très bien où se trouve la vérité. Lui nous donne sa vérité. Il nous donne sa vérité, et ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'en fin de compte, c'est une vérité pleine de lumière, d'amour, de Étonnant. respect du divin, Ah oui. respect du divin, et qui replace l'être humain au centre de, de, de ce qu'il est. Et donc c'est un grand livre d'espoir, en fait, qui m'a beaucoup troublé. Et comme je l'écris dans le livre, c'est qu'en fait, j'ai longtemps hésité à le publier, et enfin pas trop longtemps quand même, et en fait, parce que je ne savais pas si... Et puis je me suis dit, en fin de compte, c'est pas à moi de choisir, c'est au lecteur. Donc c'est le lecteur qui va obtenir, qui va avoir une autre vision de tout ce qui est présenté, et pour moi, j'ai beau la décortiquer, je l'ai toujours, et c'est pour ça que je l'ai publié, j'ai fait publier, c'est qu'elle est pertinente. Mm. Bah, écoutez, moi je suis impatiente de le lire. Ça m'intrigue rien que par le titre déjà, mais effectivement, il y a peut-être aussi une ouverture à avoir sur l'inconnu. Et peut-être que on est amené justement à aller vers cet inconnu pour mieux nous trouver finalement. Et Donc oui, il faut sortir de nos zones de confort, comme on dit. voilà, Sortir de nos zones de confort. tout à fait. C'est comme les personnes qui cherchent l'âme sœur, l'homme ou la femme de leur vie. Je leur disais, bougez, sortez, bougez, rencontrez, faites des activités qui vous plaisent. Parce que l'homme ou la femme de leur vie ne vont certainement pas venir sonner à leur porte en disant, tiens, voilà, bonjour, je suis l'homme ou la femme de ta vie. Je dis, ça tombe pas du ciel, comme on dit, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. J'ai pour habitude de terminer mes interviews en posant une question à tous mes invités, hein. Si je vous dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que l'harmonie, on en a beaucoup parlé au cours de toute cette Oui, interview. Parce que l'harmonie doit déjà commencer par être à l'intérieur de nous, parce qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir la transmettre autour de nous. Et là, c'est d'ailleurs amusant quand on est si on vit cet amour, si on vit dans l'équité, la justice, la compassion, etc., on voit le monde autour de nous, nos proches, nos amis, les gens que l'on rencontre changent. On n'attire plus les mêmes personnes, on n'attire plus les mêmes situations, etc. Donc elle doit se développer déjà, elle peut se développer à plusieurs niveaux, déjà par un mode de vie équilibré. Moi, je donne jamais d'interdit parce que considère que moi aussi, je fais des extras, des machins, etc. C'est la vie d'ailleurs, ça fait partie de l'harmonie oui, aussi, ça oui, fait tout à fait. d'avoir des plaisirs, d'avoir des extras, etc. Après ça, c'est un état d'esprit, un petit peu comme je l'ai dit, compassion, équité, partage, intégrité. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé, par exemple, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Les 4 secrets de la sagesse polynésienne. Et parce que j'ai adoré, moi j'avais beaucoup travaillé sur Ho'oponopono. Et là, dans cette sagesse polynésienne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, elle se fait en 4 points. Le premier, c'est l'esprit aloha. Aloha, c'est pas bonjour, bonsoir, c'est aloha. Bonjour, mais je t'aime. Bonjour, je te prends en considération. Bonjour, je m'arrête et je vais discuter avec toi. Donc c'est l'attention aussi à l'autre. La deuxième, c'est le pono.
Le pono, pour eux, c'est l'intégrité, être toujours juste, être toujours équitable, aussi bien pour soi que pour les autres. Après ça, c'était le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, lui, c'était pour effacer les parties sombres de notre être. Et puis, donc pour permettre de mieux évoluer et de ne pas perturber non plus l'harmonie autour de nous, aussi bien notre harmonie intérieure que notre harmonie. Et le dernier, c'était la religion, nous pourrions dire aussi la spiritualité, la recherche de sens, de nos sens de notre vie, la recherche du sens de la vie, etc. Et là, je me prends à rêver souvent de me dire, ces quatre piliers, pour moi, sont remarquables. J'ai beau essayer de les triturer dans tous les sens, j'en vois pas un cinquième à rajouter. Et je me dis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pensée que je développe dans le livre a prévalu dans les îles Pacifiques pendant de plusieurs siècles, voire peut-être des millénaires. Et d'ailleurs, pour les Polynésiens, pourquoi appelle-t-on l'océan Pacifique? Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas parce que l'océan est calme, c'est parce qu'ils voulaient montrer que les peuples étaient plus ou moins pacifiques. Et c'était ça l'intérêt. Et je me prends à rêver, et je me dis, s'ils ont été capables de le faire, de le vivre pendant des siècles, on pourrait très bien imaginer que ce deviennent, je dirais, les règles, Une règle de vie. j'aime pas le mode de vie, la pensée de l'ensemble. Et je pense que ce serait quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que j'avais voulu écrire ce livre, parce que j'ai trouvé qu'elle était trop belle, et c'était le rêve est justement là, c'est que Et aujourd'hui, c'est devenu de cette harmonie. une pratique appliquée au quotidien, hein. De toute façon, ces règles-là. Donc, Oui, mais c'était le Ho'oponopono, mais le Ho'oponopono est inclus oui, dans cet esprit aloha. Est inclus dans cet esprit aloha qui va encore bien plus loin que le Ho'oponopono. Et c'est vrai que l'harmonie, on la vit en nous et on la transmet en nous. Le bonheur qu'on a, l'amour qu'on a, l'équilibre qu'on a, on le transmet. Et ça revient un petit peu à ce que je disais, quand on a l'amour, déjà travaillons sur l'amour de soi, qui est important, après ça, avant de l'envoyer sur les autres, et puis après ça, on envoie cet amour à l'ensemble de cette terre, et si on est assez nombreux à le faire, ça peut, je pense, et j'en suis persuadé, que grâce à l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, on peut changer notre monde d'une manière positive. tout à fait. Je vous suis à 100% là-dessus. Merci beaucoup, Luc, pour cette formidable interview. Ça a été un plaisir. Retrouvez les actualités de Luc Baudin sur son site www.luc-baudin.fr. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et vous retrouve bientôt sur Harmonie TV. N'hésitez pas à vous abonner sur mon site www.ponarisamvan.fr et je vous dis à très bientôt, Luc. Merci Ponari, et merci à tous de m'avoir écouté. Bonne journée.